village, glane folklorique des régions baugeoises et saumuroises, de Camille et Jeanne Fraisse. Contient des anecdotes, chansons, dictons, remèdes et sortilèges, avec un glossaire pour le vocabulaire local. Jean du bord de l'eau, poisson de lune. Au temps passé, le poisson pris la nuit, clandestinement, était baptisé poisson de lune. Cette appellation vous évoque de suite la glissade silencieuse dans l'obscurité d'un bateau sur la Loire, monté par quelques gars décidés, rompus aux manœuvres des engins prohibés. Très prisé, le poisson de lune avait, paraît-il, une saveur surajoutée pour les palais délicats. Braconne-t-on de même de nos jours, alors que les maisons du village ont leurs volets accrochés, que les feux sont éteints et les sabots mélangés sous le bois du lit? Je ne saurais vous le dire, et d'ailleurs je n'en ai cure. Ceux dont je vais vous parler ont gravi l'un après l'autre depuis longtemps, sur les épaules de leurs camarades, le rude chemin qui monte au champ de repos dominant notre bourgade. Ils ont maintenant l'éternité devant eux pour contempler le fleuve, depuis les rosiers jusqu'à la Ménitrée, et se remémorer leurs fructueuses et dangereuses randonnées nocturnes. Pour les comprendre, ces volontaires bénévoles, fanatiques de la pêche, il faut être né ici, dans une maison dont la Loire caresse le seuil souvent 2 ou 3 fois dans la même année. Il faut avoir dans les veines du sang de marinier, avec son apport d'amour du risque, du danger. Ces gars-là aussi étaient mus obscurément par un je ne sais quoi de très lointain, montant en eux de l'homme primitif, tailleur de silex sur le coteau, leur ancêtre, toujours tenaillé par l'impérieuse nécessité de manger et de nourrir la nichée. Ruser avec le poisson et la maréchaussée, remplir la côme et berner le képi, ourser dans l'eau et la froidure, avaient plus de prix à leurs yeux qu'une nuit passée dans le grand lit douillet gonflé par la couette, près de l'épouse ronronnante. Vin de lune et pain de misère, la sénéchaussée de Baugé à la fin de l'Ancien Régime. La lecture de cet ouvrage qui vulgarise une thèse de doctorat en histoire soutenue en 1977 est absolument passionnante. Édité en 1982, il est épuisé depuis longtemps. J'ai découvert cet ouvrage dans la bibliothèque des archives départementales de Maine-et-Loire. Je pense qu'il mériterait de compter parmi les usuels en salle de lecture. Il raconte la criminalité dans la sénéchaussée de Baugé, présente le profil des malfaiteurs, les crimes et délits, analyse les mobiles et les circonstances. Je l'ai choisi car c'est un ouvrage de référence pour tout chercheur qui souhaite découvrir la série B des archives départementales de Maine-et-Loire et l'histoire du pays baugeois au XVIIIe siècle. Il permet de découvrir comment on rendait la justice sous l'Ancien Régime. Année 1731. À Baugé, la demoiselle Claude Poulet, femme du chirurgien Vincelot Dupuis, vouait à la demoiselle Madeleine Fronteau, femme de Pierre Salé, une haine tenace. Excentrique, elle croyait que la seconde la turlupinait par malice. Madeleine Fronteau souffrait de son mépris. Le ton montait, les injures pleuvaient. Les Salés venaient narguer jusqu'à sa porte, la femme Vincelot crachait à terre à son passage, pour le plus grand plaisir des passants qui s'attroupaient à chaque altercation, au point d'impatienter le voisin des Vincelot, Pierre Sidonier, potier d'étain qui menaçait de jeter une potée d'urine aux curieux. Vous feriez mieux d'aller soigner vos enfants que de faire le charivari dans la rue. J'en ai tous les ans, et vous seriez bien aise d'en avoir, mais vous n'avez pas le moyen de les nourrir, répondait la Salée. La Salée laissait entendre à la Vincelot qu'elle entretenait commerce avec son mari en le tutoyant et en l'appelant Pierrot. Passez votre chemin, impertinente! Vous n'êtes qu'une insolente, bonne qu'à dire des sottises, une langue de vipère qui ferait pendre tout le monde. Tu m'entreprendrais bien, si tu en avais le moyen. Si je n'en ai pas le moyen, j'ai de bons amis.
Exaspérés, Pierre Salé et sa femme finirent par porter plainte contre les Vincelot du Puy. L'affaire fut portée devant le lieutenant général criminel, puis renvoyée au civil. Les quartiers d'Angers à la fin du XIXe siècle, le faubourg Saint-Michel, la petite Pologne du Pré-Pigeon, la rue Tullibal. L'auteur, Adrien Plancheneau, est issu d'une famille de magistrats angevins. Après des études de droit, il opte pour l'école des Chartes et rejoint les archives de l'ancien département de Seine-et-Oise, puis revient à Angers où il se consacrera à des travaux historiques. Il est élu au conseil municipal en 1896, au conseil d'arrondissement et au conseil général. Il est député du département de Maine-et-Loire de 1924 à son décès. Très impliqué dans la vie municipale, Adrien Plancheneau publie une étude sur 3 quartiers d'Angers qu'il considère comme étant les plus vétustes. Il dresse un tableau saisissant du délabrement des immeubles où vit une population laborieuse, souvent dans une extrême pauvreté. Outre le délabrement de ces quartiers, Adrien Plancheneau souligne leur dangerosité pour leurs habitants, victimes de maladies et même d'épidémies dues à des conditions d'hygiène déplorables. Ce constat date de la fin du XIXe siècle. Mais il faudra attendre encore un bon nombre d'années avant que la situation de ces quartiers s'améliore. La butte du Pré-Pigeon disparut dans les années 1930. On commença la restructuration du faubourg Saint-Michel vers 1960 et les bas quartiers, au pied du château et de la cathédrale Saint-Maurice, disparurent sous la pioche des démolisseurs vers la fin des années 1970 et au début des années 1980. Bon nombre d'Angevins peuvent encore se souvenir de la configuration de ces quartiers, tels qu'Adrien Plancheneau les décrivait à l'aube des années 1900. La petite Pologne des Pré-Pigeons. C'est la cour des miracles au grand soleil. Derrière la prison, tout en haut sur les pentes calleuses du grand terrain vague, une quarantaine de huttes faites de planches, de plâtre, de torchis, de débris de toutes sortes. Tout ce que l'ingéniosité humaine a su inventer pour édifier sans frais des habitations. Habitations primitives, s'il en fut, séparées par des claires-voies et des fils de fer. Certaines de ces bicoques ont des airs de villa par rapport aux autres, avec leurs murs en tuffeau, mal équarris et leurs toits de carton bitumé. Parmi elles, de simples enceintes nues ou des roulottes enfumées servent de logis. Dans ce fouillis, des ruelles, des impasses, un diminutif de ville avec ses hauts et ses bas quartiers, ses promenades et ses lieux suspects. Il y a des jardinets avec des enseignes indiquant qu'on y vend des légumes ou que l'on sait tondre les pelouses. Ça et là, sèchent des linges et des habits rapiécés, bariolés de pièces, au-dessus de ferrailles et de chaudronneries rouillées. De loin, quand le soleil frappe sur ces assemblages multicolores, ceux-ci prennent les airs de fête d'un campement parsemé d'oripeaux. Vus de près, ils ont l'aspect dépenaillé d'un campement de bohémiens. Par-dessus les frêles barrières, comme étant de parcs à moutons, non seulement la vue s'étend chez le voisin, mais sur 10 enclos limitrophes. C'est presque la vie patriarcale, la vie des nomades, à la porte de leur tente. Ce qu'on y fait de toilette s'y pratique le plus souvent en plein air, tout en cultivant la causette. Mais les habitants de Séan ne semblent pas envier leurs voisins du faubourg. Ils sont heureux de leur installation semi-campagnarde et verront avec regret disparaître ce quartier où ils vivent à petits deniers contents et où certains ont acquis presque la prospérité. Rétameurs, ramoneurs, ravaudeuses, marchands de guenilles, tous les corps de misère sont ici représentés. C'est aussi le refuge des gueux. Ceux-ci sont de bonne composition et ne se montrent jamais embarrassés pour sortir d'un mauvais pas. Si quelque clerc d'huissier se hasarde dans ces parages à la poursuite d'un débiteur déchu, il peut lui arriver d'y trouver soit un ivrogne volontairement muet, le nez dans ce qui lui sert de cuvette, soit une femme offrant de s'acquitter à la manière de Marie l'Égyptienne. De misérables enfants vont jouer à cache-cache dans les grands trous du terrain que les tombereaux de déblais comblent d'année en année, ou jettent des pierres dans le fond de carrière voisin, petit lac, qui donne un peu de gaieté et de verdure à ce quartier déshérité. Par-dessus la bigarrure des campements, les grands murs de la prison aux allures de fortification semblent la protéger, cette prison, contre l'invasion du ghetto angevin.
Angers, un siècle de lumière. Il raconte la naissance de l'éclairage public à nos jours, à travers le parcours d'une famille locale, les Hainaut, allumeurs de lanternes. Une erreur de recherche, puisque je faisais une recherche sur le siècle des Lumières, mais une véritable découverte. Une trouvaille, mais une historiographie qui dépasse l'anecdotique et fait réfléchir au cadre quotidien que nous considérons comme acquis et banal. Il comporte aussi des dessins et des photos. Il nous parle des métamorphoses de la ville, entre XVIIIe et XXe siècle, avec les transformations de la vie quotidienne pour les citadins, et notamment plus de sécurité le soir. La vie nocturne est facilitée et les loisirs, notamment théâtre, spectacle, vont se développer. Allumeurs de réverbères. Le remplacement des lanternes à huile par des réverbères au gaz s'est fait progressivement. Employé à l'usine à gaz, Paul démarre dans la vie comme allumeur de réverbères. Après avoir mangé la soupe qu'Honorine, sa femme, lui a préparée, le voici parti faire sa tournée avec pour tout équipement une perche en bambou. L'allumage de toutes les parties de la ville doit s'effectuer en 40 minutes, c'est-à-dire en commençant 20 minutes avant l'heure stipulée dans le contrat et en terminant au plus tard 20 minutes après. Pour sa tournée, Paul doit allumer 25 réverbères, comme ses camarades. En 1838, il y avait 460 réverbères, comprenant 1115 becs à mèche plate et 35 appareils dits à l'abordier. En 1844, les réverbères à 2 becs à huile sont au nombre de 113 pour 482 lanternes réverbères. Ce soir encore, son fils Ernest l'accompagne. Il aime lui aussi assister à la naissance de cette féerie nocturne et surtout admirer l'œuvre de son père. Quant à Juliette, elle travaille dans une épicerie de la rue Saint-Aubin. Le gaz a beau être installé depuis 3 ans, il ne fait pas toujours le bonheur de tous. L'autre jour, une dame qui était venue faire ses courses s'est trouvée fort mal dans le magasin. À l'agent Chénaud, attaché au bureau central de police, elle raconte « Le gaz n'est pas suffisamment épuré, il s'en échappe une très forte odeur d'acide sulfurique. » Cela indispose certaines clientes. Ces incidents ne sont malheureusement pas rares. Le même Chénaud, dans son rapport à Monsieur le maire, après avoir indiqué que cela s'était produit aussi au théâtre, au cirque et même dans les cafés, finit sur ces mots. Beaucoup d'individus à ce sujet ont manifesté l'intention de quitter leur abonnement. Le maire s'adresse alors à l'usine pour que de tels abus ne se reproduisent plus.